La démocratie, c'est super! Tout le monde la défend, elle est invoquée à chaque seconde. C'est le sempiternel mantra du débat public. Faites ce que vous voulez, si c'est au nom de la démocratie, on vous pardonnera. Restreindre nos libertés, taper sur des manifestants, orienter le processus électoral, c'est très bien, tant que c'est pour la bonne cause. Les observateurs de la dérive autoritaire de notre système politique dénoncent une crise démocratique. Mais non, il n'y a aucune crise démocratique, car la démocratie n'a jamais été mise en place. Nos institutions ont été pensées pour faire croire que le peuple gouverne, pendant qu'une oligarchie s'agite sous nos yeux et défend ses intérêts particuliers. Alors, quand ils entendent ça, les éditorialistes bien éclairés des plateaux télé s'indignent. On ne peut pas dire des choses pareilles, on n'est pas en dictature. Mais l'inverse de la démocratie n'a jamais été la dictature. Laissez-moi vous raconter l'histoire intrigante de la création de la représentatie française. La plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont probablement déjà sensibilisées aux nombreuses dérives antidémocratiques qui s'abattent sur la France depuis quelques années, de plus en plus violemment. Mais ce n'est pas mal de rappeler quelques éléments fondamentaux. Depuis son premier mandat en 2017, Emmanuel Macron enchaînait les actions impopulaires en répondant à la colère des citoyens par des formules méprisantes. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y en a certains, au lieu de... Je trouve que le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Par de la répression, voire de la censure. 6 ans plus tard, le pays a connu les ordonnances travail, l'augmentation de la CSG, la suppression de l'ISF, la flat tax, la réduction des aides au logement, la répression des gilets jaunes, la gestion calamiteuse du Covid, la réforme de l'assurance chômage et, bien sûr, la réforme des retraites. Nous arrivons au 12e 49.3 utilisé sous Macron et partout des voix s'élèvent pour dénoncer une crise de la démocratie. Et en même temps, Elisabeth Borne se félicitait d'être arrivée au terme d'un cheminement démocratique avec ce passage en force de la réforme. Heureusement, Aurore Berger vient nous éclairer. Selon elle, la démocratie a parlé parce qu'à la fin, il y a eu un vote. Cela suffirait donc pour acter que nous sommes en démocratie, malgré le fait que 70% des citoyens rejettent cette mesure perçue comme injuste. D'ailleurs, quand on demande aux Français comment ils évaluent leur système politique, moins de 40% d'entre eux estiment qu'ils sont en démocratie, alors même que 90% estiment que c'est le régime le plus souhaitable. D'un côté, on a donc des gouvernants qui agissent au nom de la démocratie, avec un soutien médiatique clair pour faire passer des mesures en force. Et de l'autre côté, on a la majorité des citoyens qui considèrent au contraire que la démocratie française est malade. Une chose est donc certaine, il y a une grande confusion. Ce mot de démocratie a été tellement utilisé pour qualifier tout et son contraire qu'il en a perdu son sens originel. Dénaturer le langage est une des activités préférées de ce gouvernement et il a réussi avec brio à vider définitivement cette notion de toute substance. Pour disqualifier facilement les opinions et les personnes, de nombreuses étiquettes ont été conçues pour être agitées dans le débat public. Vous les connaissez ? Complotistes, fachos, gauchistes, extrémistes, etc., etc. Le mot démocratie a aujourd'hui exactement la même fonction, mais dans un sens contraire. Il écourte le débat et s'impose comme une justification péremptoire, quand bien même c'est totalement idiot et insensé. Alors là, typiquement, si on écoute Véran, en gros, aller manifester, c'est déjà antidémocratique. Alors comment est-ce que nos dirigeants parviennent à justifier le caractère soi-disant démocratique de leurs actions? Pour Macron, c'est très simple. L'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. En fait, il confond la légalité et la légitimité. Pour lui, ces actions sont démocratiques car elles suivent des règles prévues par les institutions et parce qu'il a été élu. Alors, peu importe qu'il ait été élu au second tour en 2022, que par seulement 35% des Français, ou qu'il ait remporté l'élection avec un soutien médiatique majeur et contre le RN. Pour lui, le fait d'avoir été élu, c'est un blanc-seing. C'est un revirement bien étrange quand on se rappelle de ses déclarations le soir même de son élection, le 24 avril 2022. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Monsieur Macron, au XVIIe siècle, le roi de Pologne était élu et pourtant ça faisait pas de ce pays une démocratie, non? Alors on peut donc se demander si c'est ça, la véritable démocratie.
Voter une fois tous les 5 ans pour le choix le moins pire, au bout d'un processus électoral vicié qui ne met en avant que des candidats identiques par leur soumission aux dogmes néolibéraux, et laisser ensuite ce candidat agir totalement librement, sans aucun droit de regard, alors même que les libertés d'expression et de manifestation régressent à vue d'œil. Ça vous semble étrange? Elle a un goût amer, cette démocratie? C'est normal, parce qu'on nous a toujours raconté n'importe quoi. La démocratie n'est pas malade, elle n'existe juste pas. Du moins, pas encore. Si on reprend les catégories définies par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a 3 grands types de régimes politiques qui chacun peuvent dégénérer en une forme corrompue quand les dirigeants ne travaillent plus qu'à leur propre intérêt. En simplifiant, ça donne ceci. Le gouvernement d'une seule personne est une monarchie et devient une tyrannie si le despote œuvre pour son propre bénéfice. Le gouvernement de quelques personnes est une aristocratie s'il gouverne au service du bien commun et devient une oligarchie s'il gouverne pour des intérêts particuliers. Enfin, le gouvernement de la majorité est une république et devient une démocratie si sa forme dégénère dans la démagogie. Comme on le voit, ça fait donc plus de 2 millénaires que la démocratie est redoutée et contournée. Et toute la science politique d'Aristote à nos jours va conduire à mettre en place un système qui donne l'illusion d'un gouvernement de la majorité sans en être un. Il y a pourtant eu dans l'histoire quelques véritables institutions démocratiques. Alors, on pense évidemment beaucoup à Athènes, où les lois étaient directement votées par l'Assemblée de tous les citoyens. Mais durant le Moyen-Âge et la Renaissance européenne, il y a également eu des milliers de villages disposant d'une assemblée d'habitants où se prenaient en commun les principales décisions concernant la communauté. Comme ces assemblées ont fini par devenir des pôles de résistance à la montée en puissance de l'État et de ses impôts, elles ont été progressivement supprimées par des ordonnances royales qui ont remis ce pouvoir de délibération à des notables. Alors on peut noter que ces exemples de démocratie ont tous un point commun. Ils concernent des groupes d'individus relativement restreints. Mais est-ce qu'on peut mettre en place une réelle démocratie ou démocratie directe à l'échelle d'un pays entier? D'ailleurs, est-ce qu'une démocratie indirecte, c'est vraiment une démocratie? Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières se sont longuement penchés sur cette problématique. Selon Montesquieu, pour qu'un régime soit démocratique, il faut que le peuple dispose de la puissance souveraine. Ce à quoi Rousseau rajoutait que la souveraineté du peuple ne peut pas être représentée. Il indiquait qu'avec des représentants, le peuple se croit libre, mais qu'il ne l'est que le jour de l'élection et se retrouve ensuite esclave jusqu'à l'élection suivante. Conformément à cette idée, la question du tirage au sort avait déjà été évoquée par ces deux penseurs, tout comme par Aristote, était vue comme une hypothèse tout à fait sérieuse. Mais la question sera totalement oubliée par la suite, même pour des élections locales, alors que les enjeux ne sont pas aussi importants. Pour comprendre comment notre régime actuel a pris forme, il faut se pencher sur les révolutions anglaises, françaises et américaines au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est très important, car les choix institutionnels qui ont été faits il y a 2 siècles n'ont jamais été remis en question et continuent à nous impacter aujourd'hui. L'abbé Sieyès est un personnage central de la Révolution française et son cas est particulièrement éclairant en ce sens. Il devient célèbre en 1789 avec son fameux pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?», un texte fondateur de la Révolution. Il a été élu député aux États généraux où il a eu une énorme influence sur l'ensemble de ses collègues, à tel point qu'il est même devenu président de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il déclarait. On voit apparaître ici les germes de la théorie de la représentation. Alors c'est très simple. Le peuple est trop stupide. C'est un bétail qu'il faut gouverner. Nommons-lui des représentants mieux à même de déterminer quel est l'intérêt général. Les droits civiques doivent passer par des représentants uniquement. Quand il dit ça, Sieyès opère une distinction très claire entre ce type de régime et la démocratie. Le modèle de Sieyès est en fait quelque chose que l'on pourrait nommer la représentatie, où ce sont les représentants qui décident souverainement, peu importe ce que pense le peuple. C'est comme ça qu'il a pu affirmer que la France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Dans sa conception, la représentation n'est pas une modalité de la forme démocratique. C'est véritablement quelque chose de différent et de préférable. On pourrait penser que cette vision était plus légitime à une époque où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire et où la connaissance était réservée à une petite élite au sein de laquelle la classe dirigeante était recrutée. Mais le monde a changé et on a aujourd'hui des génies comme Christophe Castaner, Gérald Darmanin, Aurore Berger qui sont chargés de déterminer et mettre en œuvre l'intérêt général. Et c'est bien sûr du pur hasard si cet intérêt général est toujours très proche des intérêts de la classe sociale des représentants. On remarque que la proposition de Sieyès ressemble énormément à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est clair ici que le peuple ne dispose d'aucune souveraineté. D'une manière générale, il est impressionnant de constater à quelle vitesse la Révolution s'est aristocratisée. On est passé de ça, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. À ça, dans la Constitution de 1791. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative. Les représentants sont le corps législatif et le roi. C'est-à-dire qu'on est passé de
personnellement ou par les représentants, à uniquement par les représentants. La commission des 11 députés chargée d'écrire la Constitution de 1795 indiquait dans son rapport quelques éléments édifiants. Le pouvoir devait être confié à des propriétaires, des possédants, car, je cite, « Nous devons être gouvernés par les meilleurs sont les plus instruits, les plus intéressés au maintien de la loi. Or, à peu d'exceptions près, vous ne trouverez pareils hommes que parmi ceux qui possèdent une propriété. L'homme sans propriété, au contraire, a besoin d'un effort constant de vertu pour s'intéresser à l'ordre qui ne lui conserve rien et pour s'opposer au mouvement qui lui donne quelques espérances. » Alors, ils disaient quoi, ces députés? Qu'en fait, ceux qui doivent diriger soient être les plus riches, parce que comme ils ont de la propriété, de la richesse, ils vont conserver l'ordre existant. A contrario, les plus pauvres, ils voudraient que le monde change, ils ne veulent pas garder l'ordre actuel. Et donc pour eux, il ne faut pas leur donner le pouvoir, parce que justement, ils vont s'attaquer à la propriété actuelle et donc déstabiliser l'ordre existant. L'objectif, depuis le début, est de faire en sorte que les élus soient d'un rang social plus élevé que leurs électeurs. Pour cela, on a commencé par avoir recours au suffrage censitaire, en restreignant le corps électoral. Le cens était un impôt, ce qui veut dire qu'il fallait une certaine richesse pour devenir électeur. Ça s'oppose au suffrage universel. Il existait aussi en France révolutionnaire un sens d'éligibilité, pour pouvoir se présenter aux élections, dans le but de diminuer encore plus la couche des élus possibles et de mettre en avant les plus privilégiés. Les Américains se sont rendus compte qu'il n'était pas nécessaire de mettre des restrictions au droit de vote ou au droit d'élection et que le système même de désignation de représentants allait naturellement promouvoir des membres de l'oligarchie. En effet, pour être élu, un candidat doit nécessairement attirer l'attention des électeurs. Il doit être remarquable. La représentation implique en soi que l'électeur désigne une personne considérée par lui comme supérieure, même si ce n'est pas nécessairement vrai. On constate bien que c'est toujours le cas aujourd'hui, où les candidats sont en majorité issus des classes les plus favorisées. Et on observe que les électeurs ont tendance à choisir ceux qui sont le plus mis en valeur, notamment avec l'aide de l'appareil médiatique. C'est ce qu'on appelle le principe de distinction. On sait aujourd'hui que ce principe, qui est donc indissociable du processus de la représentation, s'explique par des raisons sociologiques ou psychologiques. Jean-Léon Beauvois a montré par exemple l'existence de ce qu'il a appelé une erreur fondamentale. Elle est très fréquente et elle vise à considérer les personnes plus instruites et plus riches comme plus intelligentes et plus vertueuses. C'est un biais connu également sous le nom d'effet de halo. Au final, la représentation est structurellement faite pour créer un déséquilibre. Bon, très bien. Mais si l'objectif était de mettre au pouvoir une classe de privilégiés, sans être entravé par un peuple vu comme du bétail, pourquoi ne pas avoir choisi la dictature? C'est ce qu'on entend à chaque tentative de critique de notre modèle. Ah, de quoi se plaint-on? On n'est quand même pas en dictature. Quand le suffrage était censitaire, peu de gens pouvaient voter, ce qui rendait la légitimité des élus très faible et pouvait pousser le peuple à la révolte. Donc, il fallait trouver un moyen de rendre indiscutable la légitimité des élus, quand bien même la politique poursuivie n'allait pas du tout dans le sens du bien commun. La vision d'Adolphe Thiers, rapportée notamment par Henri Guillemin, est très éclairante pour comprendre la logique derrière ça. Thiers était un ancien royaliste converti à la République avant même de devenir président de la République. Voilà ce qu'il explique. La volonté d'un seul, c'est faible, c'est vulnérable, et les gens peuvent se soulever au nom de la liberté. Il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe, qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ce sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qu'il décide qu'il faut faire une république, par exemple conservatrice. C'est cette pseudo-légitimité qui est toujours mise en avant. C'est selon cette logique qu'on entend des journalistes nous expliquer qu'il est malvenu de critiquer le gouvernement, car après tout, il a été élu démocratiquement. C'est également sur cette malhonnêteté que Macron se fonde quand il nous parle de son mandat démocratique, en expliquant qu'il est parfaitement justifié et nécessaire de faire la réforme des retraites, car il a été élu pour ça. Si on voulait la retraite à 60 ans, il ne fallait pas voter pour lui, bien sûr. C'est un argument qui fonctionne, et c'est peut-être un des derniers remparts qui empêche un soulèvement de la population, pourtant largement mécontente de voir la tournure que prend son pays. Donc oui, nous ne sommes pas en dictature, mais le contraire de la démocratie, ce n'est pas la dictature, c'est la non-démocratie. C'est tout système où il n'y a pas le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors la dictature est évidemment une non-démocratie, mais notre système actuel l'est tout autant, même s'il est moins violent, du moins pour le moment. Le choix du système représentatif est inscrit dans le marbre de la Constitution de la Ve République à l'article 3, qui nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Bon, alors, comme les référendums sont en voie de disparition depuis que le peuple ne vote plus comme les médias lui demandent de le faire, on peut considérer que la souveraineté du peuple ne s'exerce plus que par le biais des représentants. Mais il y a un couac, car un peu plus loin, l'article 27 de la Constitution précise
tout mandat impératif est nul. Si on prend la définition du Larousse, on apprend qu'un mandat impératif oblige l'élu à exécuter strictement la volonté de ses électeurs sous peine de révocation, par opposition au mandat représentatif. Alors, à nouveau, à une époque où la population n'avait pas accès à l'instruction, on pouvait éventuellement trouver des raisons à cette interdiction du mandat impératif. Mais aujourd'hui, non seulement ce n'est plus le cas, mais en plus on est visiblement gouverné par des débiles. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Première ministre elle-même. Au final, interdire le mandat impératif, c'est un peu comme embaucher quelqu'un pour s'occuper de votre jardin, mais n'avoir aucun droit de lui donner des instructions, ni aucun droit de le révoquer s'il arrose vos plantes avec du coca. Tout s'est joué au moment de la signature du contrat. Et si à la fin, votre jardin s'est transformé en parking, tant pis, c'est la démocratie. Vous n'aurez qu'à changer de jardinier. Et de jardin. C'est tout de même incroyable de voir que n'importe quel mandataire ou salarié a des comptes à rendre, mais que ce n'est pas le cas pour ceux qui sont en charge de la mission la plus importante qui soit, déterminer l'intérêt général de la nation. D'ailleurs, c'est assez ironique de se dire qu'une partie non négligeable des élus sont désormais des illustres inconnus pour une grande partie des citoyens qui sont censés représenter. Alors, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner une liste de membres actuels du gouvernement et à vous de trouver quel est l'intrus, c'est-à-dire celui qui n'existe pas. Jean-Christophe Combes, Jean-Noël Barrot, Olivier Becht, Carole Grandjean, Philippe Brunet, Agnès Firmin-Lebaudot, Charlotte Cobel, Hervé Berville, Patricia Miralles. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et indiquer la réponse en commentaire. Finalement, avec Macron, on est rentré dans une forme particulière d'oligarchie, la nullocratie. Refaisons un peu d'histoire. On pourrait considérer qu'il y a eu 3 phases de la représentatie. La première serait le parlementarisme jusqu'à la fin du 19e siècle, qui était le règne des notables, comme Victor Hugo. Ensuite, il y a eu la démocratie de parti, jusqu'à la fin du XXe siècle, qui était le règne des hommes d'appareil, comme François Mitterrand. Puis, dans notre époque contemporaine, la démocratie d'opinion, le règne des experts en communication, magnifiquement bien incarné par la personne d'Emmanuel Macron. Et bien que les résultats du vote peuvent varier significativement d'une élection à l'autre, alors même que les caractères sociaux, économiques et culturels des électeurs restent sensiblement identiques. La représentation actuelle entraîne une très forte personnalisation du pouvoir. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette démocratie d'opinion? Le vrai facteur évolutif, c'est la personnalité des candidats. Même si les partis politiques ont toujours de l'influence, ils sont mis au service d'un leader. Il n'y a qu'à voir comme LR et le PS, deux monstres sacrés de la politique française, se sont effondrés sous le poids de l'absence de potentiel de leurs candidats, tandis qu'En Marche ou la France Insoumise sont portés par l'influence de leurs meneurs. Dans un tel système, l'exécutif prend l'avantage et le président fait office de représentant bien plus que le parlementaire. Les élus sont toujours désignés parmi une caste de privilégiés au service d'intérêts particuliers, en l'occurrence la défense du libre marché, la destruction de l'État, la protection des plus riches. Mais ils peinent de plus en plus à faire illusion, car pour se distinguer, ils ont substitué aux propositions politiques une forme de communication marketing vide et molle. À force de se vendre comme on vendrait un yaourt dans une publicité, ils finissent par tous se ressembler, comme des Playmobil, ce qui nous donne l'impression d'être face à une crise de la représentation. Mais une telle crise n'existe pas. La représentation est une crise en soi. En dehors de quelques cas très rares à des périodes très exceptionnelles, la majorité du temps, les élus ne travailleront qu'à la défense de leur intérêt de classe et à leur propre carrière, au détriment du peuple. Combien de temps encore allons-nous continuer à observer le cirque de l'alternance d'élus toujours plus ridicule et obnubilés par leur image? Cette dégradation de la politique vers la communication a été bien entendu accompagnée par les médias de masse dont l'impact sur les choix électoraux est démesuré. Au final, ce n'est pas très étonnant que le mensonge soit partout. Les paroles n'ont plus la moindre valeur pour ces gens-là. Pas étonnant donc qu'ils prétendent agir par et pour la démocratie. Heureusement que McKinsey est là pour aiguiller nos chers débiles dans la recherche de l'intérêt général. Voilà, à ce stade de la vidéo, on comprend un peu mieux la manière dont notre pseudo-démocratie a été pensée. L'arnaque saute clairement aux yeux. On appelle le système représentatif électoral démocratie indirecte, alors que ceux qui l'ont conçu ont été très clairs sur le fait que ce système n'était absolument pas une démocratie. Mais est-ce qu'il est raisonnable pour autant de mettre en place une démocratie directe à l'échelle de la France? En réalité, il est tout à fait possible de créer un système qui donne réellement le pouvoir au peuple, sans tomber dans un mécanisme impraticable qui nous obligerait de bon matin à statuer sur la loi numéro 226 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens, ou la numéro 268 visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales. Je précise que ce sont de vraies lois. Pour commencer, on peut revenir au tirage au sort, déjà discuté par nos philosophes du XVIIIe siècle, sans aller à le généraliser à l'intégralité des institutions. On pourrait simplement commencer par tirer au sort les sénateurs. De cette manière, au lieu de représenter comme aujourd'hui l'oligarchie au carré, les sénateurs étant élus seulement par des oligarques élus, on permettrait qu'une institution représente correctement toute la réalité sociale du pays.
Ce qui est très loin d'être le cas actuellement. Cette proposition ne bouleverserait pas grand-chose, vu que le Sénat n'a quasiment pas de pouvoir. Le dernier mot revient toujours à l'Assemblée nationale. Et ça montrerait déjà que le tirage au sort produit du travail de qualité. Ça exercerait aussi une forte pression sur les députés, car il existerait une assemblée représentative de citoyens, légitimée par les institutions, qui pourrait faire entendre sa voix. Ça pourrait être un premier pas vers plus de mesures de ce type. Bien entendu, un Sénat de citoyens ne suffirait évidemment pas pour que notre représentation devienne une démocratie. C'est pour ça qu'on pourrait envisager un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, mais pas n'importe lequel pour commencer. Un RIC abrogatif. Je m'explique. Le principe d'un RIC abrogatif est que les parlementaires font la loi, comme aujourd'hui, mais les citoyens ont la possibilité de demander que soit tenu un référendum pour annuler une loi votée par le Parlement. Avec un outil de ce genre, la réforme des retraites n'aurait probablement jamais vu le jour. Plus besoin de faire la grève. Fini la pédagogie à la Macron. Fini les 49.3 démocratiques et constitutionnels. Et le plus beau avec ça, c'est que les arguments anti-RIC fallacieux sont balayés. Le coup de « oui, mais les gens vont rétablir la peine de mort » est impossible à opposer. Ce RIC ne peut rien créer, mais simplement remettre, si besoin, le pays dans l'état dans lequel les élus l'ont trouvé en arrivant. D'ailleurs, si on y réfléchit, le seul vrai argument contre le RIC abrogatif est « je ne suis pas démocrate », comme le disait Sieyès en 1789, ce qui permettrait au moins de clarifier les choses. Ça changerait complètement la mentalité de nos élus qui devraient faire preuve de beaucoup plus de prudence et être bien plus en phase avec la volonté générale pour légiférer. On pourrait d'ailleurs aussi imaginer que les députés qui ont voté une ou deux lois invalidées par un RIC abrogatif ne pourraient pas se représenter à l'élection suivante. Notons aussi que ça rend beaucoup moins utile un mandat impératif et serait très compliqué à mettre en œuvre. Ce serait beaucoup plus efficace que le référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, qui porte si bien son nom, tant son application est difficile à mettre en œuvre. La différence est que dans le cas du RIP, introduit en 2008 dans notre Constitution, comme on jetait une pièce aux pauvres au Moyen-Âge, ce sont les parlementaires qui ont l'initiative du référendum. Ensuite, il faut une validation du Conseil constitutionnel, puis le soutien d'un dixième des électeurs, puis enfin que le Parlement ne se saisisse pas de la question, avant de soumettre le référendum aux Français. Et pourquoi pas exiger aussi un alignement entre Mercure et Vénus, uniquement les années bissextiles et les mois où Bruno Le Maire ne sort pas un livre. Quant au RIC législatif, celui qui permet de proposer de nouvelles lois comme en Suisse, il y a aussi de très bonnes raisons de le soutenir. Alors, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet, alors ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait. L'idée est simplement de commencer par le RIC abrogatif, qui est le plus simple à faire accepter par la population. Bien peu de gens sont contre. Et pourtant, ça entraîne déjà des réactions très violentes des élus. Ils comprennent bien que ce serait la fin de l'oligarchie toute puissante. Ce sera donc déjà très difficile de le faire accepter. Vous serez d'ailleurs étonné d'apprendre que le RIC abrogatif existe dans la Constitution italienne, certes avec un seuil un peu trop haut, et qu'une proposition de ce type, permettant de censurer le vote des représentants et d'empêcher leur réélection, a déjà été proposée par des élus en France et a soulevé une opposition violente de l'oligarchie. C'était le cas pour le projet de la Constitution girondine, présenté en 1793 par Condorcet et même Sieyès. Mais dans les mois qui ont suivi, ce projet de constitution a été refusé et 5 des 8 députés girondins qui l'ont écrit ont été exécutés. Autre exemple, en 2006, avant la présidentielle, la candidate Ségolène Royal avait fait une proposition assez minimaliste pour démocratiser un minimum nos institutions. Il y a des insuffisances ou des élus qui ne prennent pas en compte les aspirations profondes de leur collectivité, que ce soit dans les mairies, dans les départements, les régions, les parlementaires. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évaluation au long cours du rôle des élus. Et c'est pourquoi, et c'est une demande profonde des Français, et c'est pourquoi dans une réforme institutionnelle, je pense qu'il faudra clarifier et peut-être préciser la façon dont les élus pourraient être obligés de rendre des comptes. La violence des réactions a permis d'illustrer la gravité du problème de déficit démocratique en France. Alors résumons, puérilité démagogique, populisme, anti-parlementarisme, Pol Pot, Mao Tse-tung, Le Pen, Pétain. Alors, tout ça pour la simple proposition que les élus rendent des comptes aux citoyens sans même forcément qu'il y ait des sanctions. Ça traduit assez nettement que les élus ont parfaitement conscience de ne pas faire ce que le peuple attend d'eux. Pourtant, il semble y avoir un véritable engouement des citoyens en faveur de plus de mesures de ce type. Le RIC, le contrôle des médias, le recours au référendum, la révocation des élus, etc. Toutes ces propositions sont fortement soutenues dans l'opinion publique. Il y a d'ailleurs une solution plus simple que la révocabilité permanente des élus. Inutile de perdre du temps dans des combats politiques sans fin pour démettre des députés à mi-mandat de 5 ans. Fixons, comme aux États-Unis, le mandat des députés à 2 ans. Ça signifierait qu'on serait déjà en campagne pour les législatives de 2024. Les révolutionnaires américains avaient bien compris que la menace d'une élection rapprochée forcerait les élus à un peu plus respecter les désirs du peuple. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Macron souhaite une réforme des institutions pour créer un mandat de 7 ans pour le président.
c'est simplement son tropisme tyrannique qui parle. Comme autre proposition pour rendre soutenable un régime qui désigne des représentants, il y a le scrutin proportionnel, qui est en vigueur chez la plupart de nos voisins européens. Ça permettrait que les décisions soient prises par des élus qui représentent réellement la majorité de la population, et pas 25% comme aujourd'hui. Le modèle allemand est un modèle intéressant. Il comporte bien 100% proportionnel, mais on y choisit individuellement les élus. Assorti au RIC abrogatif, ça donnerait lieu à une représentation qui puisse vraiment commencer à se rapprocher d'une démocratie. Ah, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. On voterait sans doute moins de lois, mais elle représenterait au moins la moitié de la population. Elle serait donc sans doute meilleure. Rappelons aussi que notre mode de scrutin actuel, non démocratique, a pu donner en 2017 une majorité à Macron avec ses 30% de voix. Et ce sera aussi peut-être le cas en 2027 pour le RN. Et bien évidemment, aucune démocratie effective ne peut exister sans des médias indépendants et sérieux qui réalisent d'un côté le travail d'information et de transmission de connaissances pour que les citoyens soient éclairés et qui d'un autre côté agissent comme contre-pouvoir pour dénoncer les abus et les manipulations des élus quand il y en a. La connaissance, c'est le bras armé de la démocratie. Sur Élucide, on apporte notre pierre à l'édifice. On essaye de vous proposer quotidiennement de la matière pour enrichir l'esprit critique, même si notre régime politique est tout à fait à contre-courant de ce principe essentiel et tente plutôt d'entraver les petits vecteurs d'information indépendants. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de votre soutien en vous abonnant à notre site elucide.media. Alors, bien sûr, on n'a pas pu être exhaustif sur ce sujet très important, mais pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les liens qu'on vous propose en description. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est gratuit pour vous et c'est très important pour nous. Et laissez-nous un commentaire, on les lit tous. À samedi prochain.